Monsieur, bonsoir, il est 18 h, vendredi 22 janvier. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. Le tourisme en Berne, en Savoie-Mont-Blanc. Avec la fermeture des remontées mécaniques, le monde de la montagne est frappé de plein fouet par l'absence de ski alpin dans la station. Si la plupart des résidences gardent leurs portes closes, certains décident de maintenir leur chalet ouvert. Reportage complet dans ce journal à La Plagne. Et puis on ira rejoindre l'équipe de France de ski du côté des Ouches. Elle prépare sur place l'épreuve du Kandahar qui comptera pour la prochaine Coupe du Monde. Emmanuel Jaude a suivi leur entraînement ce matin. Et on commence ce journal par l'apparition d'un cluster à Valorcine. Il s'agit d'une petite trentaine d'étudiants britanniques venus séjourner dans la vallée de Chamonix. 14 étudiants ont été testés positifs au Covid-19. Pourtant, le groupe était entré sur le territoire avec un test PCR négatif pour chacun d'entre eux. Ils disent avoir déclaré les symptômes après leur arrivée et sont confinés depuis mardi pour une durée de 7 jours dans leur résidence. Une campagne de traçage est en cours pour identifier les potentiels cas contacts. Le personnel de la résidence est écarté puisqu'ils ont présenté depuis des tests négatifs. Pour l'instant, on ne sait pas encore de quelle souche provient ce coronavirus. 3 prélèvements ont été envoyés au CNR de Lyon pour déterminer s'il s'agit du variant anglais ou d'un autre. On en saura plus la semaine prochaine. Et la campagne de vaccination suit son cours dans la région, mais il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner, faute de créneaux disponibles. En Savoie, par exemple, les 6 centres de vaccination du département ont fait savoir qu'il faudra attendre jusqu'au 14 février pour prendre rendez-vous. Des listes d'attente ont été mises en place avant l'arrivée des doses supplémentaires. La préfecture assure que les personnes seront rappelées dès que des créneaux seront disponibles. Il suffit de leur laisser vos coordonnées. Elle promet aussi que tous les rendez-vous seront honorés. Vous le savez, les remontées mécaniques n'ouvriront pas en février. Le monde de la montagne est abasourdi depuis l'annonce faite par le gouvernement mercredi. Parmi les professionnels de la montagne, les résidences de tourisme sont touchées de plein fouet. Sans ski alpin, les clients sont beaucoup moins nombreux. Et si beaucoup sont restés fermés, le groupe Goelia, implanté dans les Alpes, a décidé de maintenir ouverts ses chalets. Reportage à Montchavin-les-Coches, près de La Plagne. Victoria Lopez. Au niveau des couleurs, donc les réservations qui sont en orangé sont les réservations fermes, notamment sur cette semaine du 16 au 23, on va dire. Donc il y a des réservations qui sont restées dans cette couleur-là parce que les gens ne sont pas venus, c'est des clients anglais. Les réservations, quand elles sont passées en verte, c'est que les clients sont présents dans la résidence. Des réservations en chute libre et des annulations en cascade. Depuis le début de la saison, le groupe Goelia a perdu 70% de son chiffre d'affaires. Impossible pourtant pour le groupe de se résoudre à fermer ses résidences. Je trouvais ça important, surtout en début de saison, les périodes de fête, où on sentait vraiment qu'il y avait une dynamique, que les stations ont tout donné pour pouvoir proposer des activités. Moi, personnellement, je ne me voyais pas annoncer aux destinations sur lesquelles on est implanté, nos résidences sont fermées, quoi. Les sociopros proposent des choses, il faut qu'il y ait l'offre d'hébergement derrière. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix de maintenir la majorité de nos résidences ouvertes sur les destinations. Les chalets de Wengen à Montchavin-les-Coches regroupent une centaine d'appartements. Ici, une grande partie de la clientèle habituelle est anglaise. Cette année, aucun Britannique n'a fait le déplacement. Avec les dernières annonces du gouvernement, le mois de février ne s'annonce pas mieux. Heureusement, on espère pouvoir atteindre un taux d'occupation entre 20 et 30%. En mettant en place, en communiquant au niveau des courts séjours, les activités sur les destinations, etc., en communiquant tout ce qu'on peut faire sur la région hors ski. Mais même en atteignant ce taux de remplissage-là, on sera aussi sur une perte énorme de chiffre d'affaires. Au total, en France, 210 résidences de tourisme, soit un tiers du parc, ont tenté le pari de l'ouverture. Avec les villages vacances, elles représentent 18% des lits en montagne et 34% de l'activité touristique des stations. Exclus pour le moment des aides prévues par le gouvernement, ces hébergeurs ont demandé la mise en place d'un dispositif spécial afin de surmonter la crise. Et alors que le secteur de la restauration n'a toujours pas de visibilité sur une prochaine date de réouverture, les plateformes de livraison, elles, tentent de se faire entendre. Elles réclament de meilleures conditions de travail et la reconnaissance dans l'exercice de leur métier. Quelques livreurs se sont rassemblés à Aix-les-Bains cet après-midi sous une pluie battante. On écoute Ludovic Rioux, le secrétaire général de la CGT Uber Deliveroo de Lyon, au micro de Sébastien Germain.
Aujourd'hui, les revendications qui sont portées par la majorité des livreurs et par nos syndicats concernent avant tout les conditions de travail, car on est confronté à une baisse constante des rémunérations depuis un certain nombre d'années à laquelle on s'oppose. À côté de ça, les plateformes de livraison n'hésitent pas à bloquer les comptes des livreurs du jour au lendemain, c'est-à-dire à les priver d'emploi en leur empêchant de travailler et de se connecter à la plateforme. Dans certaines villes, la question de la régularisation des livreurs sans papier est également rentrée en compte. Plus généralement, on essaye de porter l'idée que les livreurs devraient avoir droit à des garanties collectives comme tous les travailleurs, d'autant plus dans un contexte où le gouvernement commence à légiférer sur le sujet. Alors le statut qui est imposé au travers des plateformes de livraison, c'est le statut d'auto-entrepreneur, ce qui permet d'autoriser le travail à la tâche, ce qui est normalement illégal par exemple, ce qui ne donne pas droit au chômage et ce qui détourne également un certain nombre d'argent qui devrait normalement aller dans les cotisations sociales. Et la mobilisation du 29, elle prend sens pour nos revendications, celles qui ont déjà été exprimées. Et elle se déclinera dans nos syndicats à Lyon, Toulouse, Bordeaux et dans un certain nombre de villes où les livreurs vont se joindre à nous. L'un des rôles de cette mobilisation, c'est aussi de permettre que nos revendications soient écoutées, parce qu'on n'a aucune envie que le gouvernement et le patronat des plateformes puissent décider à notre place. Et une nouvelle journée de mobilisation aura lieu le 29 janvier prochain à l'appel de la CGT dans plusieurs grandes villes en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à Lyon et à Saint-Étienne. Et un numéro qui pourrait bien faciliter vos démarches administratives. Le département de la Savoie expérimente ce numéro téléphonique unique pour joindre l'ensemble des France Services. À partir du 18 janvier et pour une durée de 8 semaines, les usagers pourront avoir accès à au moins 9 services publics comme ceux du ministère de l'Intérieur, des Finances publiques, mais aussi de Pôle emploi, des allocations familiales ou encore de la Poste. Ce numéro vise à accompagner les usagers dans leurs démarches administratives. Et à l'heure où le monde du travail se réorganise face à la crise, certains salariés y voient une porte de sortie pour concrétiser leurs projets et se mettre enfin à leur compte. C'est le cas de Charlotte, une jeune Haut-Savoyarde qui a quitté son emploi administratif l'année dernière pour lancer son entreprise Zéro Déchet. Elle distribue des produits éco-responsables à travers des box mensuelles. Leslie Muraton l'a rencontrée. En ces temps de crise, de nombreuses entreprises sont en difficulté, une période que l'on peut juger peu propice à la création d'entreprises, mais c'est sans compter la volonté de Charlotte Speck, bien décidée à monter sa boîte. La box by Evoe a vu le jour à Annecy en décembre 2020. Elle propose mensuellement des produits écologiques et s'inscrivent dans le mieux consommer. Toujours dans ma philosophie du la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, je me disais j'ai pas envie d'avoir de regrets. Là j'avais eu l'occasion, l'opportunité, j'avais le temps avec le chômage partiel de travailler là-dessus. Et je me suis dit en fait si je le fais pas maintenant et que j'attends trop longtemps, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va le faire et je serai déçue. Je me dirais mais moi j'avais eu l'idée avant. Des événements personnels ont poussé Charlotte à faire évoluer son mode de vie et c'est lors du premier confinement de mars 2020 qu'elle accélère le mouvement. Déjà sollicitée sur les réseaux sociaux pour ses bonnes pratiques, elle mûrit son idée et permet maintenant à ses clients de se lancer dans une démarche zéro déchet. Donc c'est possible que ce soit beau, bien pour la planète et que ce soit réfléchi au maximum pour de causer de tort pas à personne parce qu'on utilisera toujours du papier, des choses comme ça, mais en tout cas qu'on ait le moins d'impact négatif possible, c'est vraiment l'objectif numéro 1. La crise du coronavirus a quand même permis à certaines personnes d'avoir plus de temps pour penser à une transition écologique. Du coup, les gens ils se sont remis en question, ils se sont dit c'est peut-être le moment de essayer de mieux consommer. Ils avaient plus de temps pour cuisiner, pour sélectionner des produits, etc. Donc du coup, ça a plutôt joué en ma faveur qu'en ma défaveur sur certains points. Enfin, si à la fin de l'année, je pouvais me dire j'ai accompagné tant de personnes et c'est autant de personnes qui consomment mieux aujourd'hui, ça serait génial. Les circonstances sanitaires ont bouleversé le monde, mais c'est parfois suite à un électrochoc que des avancées éclosent et peuvent profiter à certaines ambitions. Et d'ici une semaine, la célèbre Verte des Ouches accueillera encore une fois l'élite du ski mondial avec l'épreuve du Kandahar qui comptera pour la Coupe du Monde. La piste est déjà opérationnelle et c'est l'équipe de France de ski qui en a profité ce matin pour s'entraîner. Emmanuel Jaude a assisté à cette répétition avant la compétition. Sur la Verte des Ouches, le geste est précis, le virage serré et la prise de quart millimétrée. Moins de 10 jours avant le début des 2 épreuves de slalom organisées dans la vallée de Chamonix, les Bleus prennent leur marque et peaufinent leur réglage. Il reste toujours des trucs à régler, il y a toujours des petites choses, des détails, on bosse toujours techniquement tout le temps, toute la saison et l'intersaison encore plus, mais il reste des choses à régler, il n'y a pas tout qui est parfait depuis le début de saison, loin de là, il y a pas mal d'erreurs, donc on essaye de peaufiner tout ça. C'est des petites choses, je pense que le ski il est bien, il est là, je vais assez vite. Mais maintenant, il faut continuer à bosser sans trop s'affoler pour réussir à
à faire des belles manches en bas, 2 de suite et enchaîner les courses comme ça. Une préparation intensive, c'est aussi le cas pour le comité d'organisation, qui a dû repenser la manière d'accueillir cette manche de Coupe du Monde en vue d'une course en huis clos. Alors déjà, on doit tester tout le monde, on doit mettre en place des bulles. Donc il y a 3 bulles différentes, une bulle qui est les athlètes et on va dire la caravane de la Coupe du Monde, une bulle média et puis une bulle organisation. Donc ces bulles, on doit séparer les gens et puis faire en sorte que ces bulles ne se rencontrent pas. D'une part, on doit garantir aux athlètes un maximum de sécurité puisque derrière ils ont des courses, il y a les championnats du monde. Et puis de notre côté, il y a nous, les organisateurs, les habitants. Il ne faudrait pas que le lundi après le Candar, on annonce un cluster à Chamonix. Ce serait pas bon. Donc voilà, on doit faire attention à tout le monde, aux athlètes et puis à nous en particulier. Cette grande fête française du ski aura donc vraisemblablement un arrière-goût particulier. Car pour les athlètes, courir sans public, c'est un peu comme un hiver sans neige. Il manque clairement un petit quelque chose. Cette année, malheureusement, le fait de courir à la maison, c'est pas forcément un avantage. Alors c'est un avantage parce qu'on a pu pratiquer la piste et qu'on la connaît. Après, c'est sûr que c'est un petit peu terne cette année en termes d'ambiance. On l'a vu sur tous les classiques du mois de janvier où on va dans des endroits où d'habitude il y a énormément de monde. Là, il n'y a personne, ça fait partie du jeu. Après, il ne faut pas oublier qu'on est quand même extrêmement privilégié de pouvoir continuer de skier, de pouvoir continuer de faire des compétitions. Pendant qu'il y en a qui sont notamment économiquement et sanitairement dans le dur. Donc voilà, nous on ne se plaint pas, on est content de pouvoir courir, on en profite un maximum. Dernière manche de Coupe du Monde avant les championnats du monde qui se tiendront à Cortina d'Ampezzo à partir du 8 février. L'épreuve du Candar est bel et bien l'occasion pour les Bleus de briller et de faire le plein de confiance avant d'aborder la course la plus importante de la saison. Prudence, ce week-end, les préfectures appellent les skieurs et randonneurs à une extrême vigilance. Il y a un risque fort d'avalanche sur tous les massifs de Savoie et de Haute-Savoie. Si vous sortez, renseignez votre itinéraire auprès des professionnels de la montagne. Les préfectures alertent sur les déclenchements d'avalanches accidentelles qui ont déjà eu lieu ces derniers jours, impliquant des randonneurs. Le manteau neigeux est instable compte tenu de la neige fraîche et du redout de ces dernières heures. Les préfets rappellent aussi que la prudence est plus que jamais de mise cet hiver afin de ne pas engorger les services de secours. Et on termine ce journal avec un peu d'évasion grâce aux idées de lecture de Vincent Poirier, notre chroniqueur BD. Pour ce mois de janvier, il nous a sélectionné 3 albums susceptibles d'adoucir votre quotidien. Victoria Lopez et Damien Rémy l'ont rencontré dans sa librairie à Bonlieu, au centre d'Annecy. Bonjour à tous, bonjour Vincent, ravi Bonjour de te retrouver en ce début d'année. Qu'est-ce qu'on te souhaite d'abord peut-être pour cette année ? Tu me prends au dépourvu, il y a beaucoup de choses à se souhaiter cette année. Je crois qu'on a eu une année un petit peu compliquée. Je pense qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge là, pour 2021. Donc on se souhaite une année un petit peu plus, apaisée, un petit peu plus sereine. Et puis avec toujours de très belles lectures. Mais ça démarre plutôt très très bien pour le moment. Et justement, on démarre avec une belle BD que tu nous présentes aujourd'hui, Oleg. Je tenais à parler de cet album parce que ça a été un de mes derniers très gros coups de cœur, mais aussi c'est un album qui a une histoire un peu particulière, je trouve. Pour moi, l'auteur avait fait Pilule bleue il y a une vingtaine d'années de ça. Ça a été mon premier roman graphique quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années à la librairie. Ça a été un choc de lecture, un choc que j'ai retransmis après à toutes les personnes qui sont arrivées dans la librairie et un choc partagé puisque c'est un récit très fort, un récit intimiste où l'auteur se raconte, c'est une autobiographie. Et il recommence 20 ans après, c'est un petit peu la suite de Pilule bleue. Il ne s'appelle plus Frédéric Peters, il s'appelle Oleg. Il a changé un petit peu quelques noms comme ça dans l'histoire, mais c'est bien lui quand même, hein. Clairement, je crois qu'il n'y a pas de doute possible. Ce qui est extrêmement intéressant dans ce titre-là, c'est comment il va certes se raconter, mais aussi finalement raconter ce que c'est un auteur de bande dessinée, mais aussi un auteur de bande dessinée maintenant. Donc on va avoir une notion assez globale du phénomène de création. On démarre par ça, on le voit partir dans une histoire extravagante pour finalement revenir à sa table à dessin. Le propos pourrait sembler un petit peu nombriliste, lui-même explique en fait qu'il n'aime pas bien le genre. Il n'aime pas bien, mais il avait envie quand même de raconter tout ça. Et ce qui est, moi je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'en 20 ans moi, de carrière, en tant que libraire, j'ai appris énormément de choses, mais il m'a fallu 20 ans pour les apprendre. Quand on assiste ici, en tant que lecteur, j'ai envie de dire un petit peu la conclusion pour lui de ses 20 ans de carrière et comment lui appréhende tout ça et nous en parle, ça nous permet aussi finalement de gagner du temps sur notre propre compréhension. Donc on peut avoir l'impression d'être spectateur d'une histoire qui ne nous concerne pas, alors qu'en fait ça nous fait grandir. On va continuer l'exploration. Mais oui, ça a été difficile cette semaine de faire un choix quand tu m'as proposé de faire une chronique. Mais il y avait quand même mon petit chouchou, Le Jardin Paris, qui est sorti il y a quelques jours à peine. Le Jardin Paris, l'autrice a une petite vingtaine d'années, elle est toute jeune, mais elle a
tout d'une grande, comme on dirait. Le Jardin Paris, c'est un ouvrage quand même qui fait 200 pages, qui se passe dans les années 20, les années folles, ces années où le Paris est effervescent, le Paris que le monde entier nous enviait, fantasmait pour sa liberté, pour sa vie. Et c'est un cabaret qui va être le décor de notre histoire, un cabaret qui s'appelle Le Jardin, où les danseuses ont toutes des noms de fleurs, Hyacinthe, Marguerite et les autres. Et Rose, mais Rose, c'est un jeune homme en fait de 19 ans, celle qui dirige le cabaret et sa mère. Il a grandi au milieu de ces danseuses, il a grandi au milieu de ces femmes, il les trouve tellement belles qu'il a aussi lui envie de faire partie effectivement de cette effervescence. Et donc on va découvrir son quotidien. Alors un jeune homme qui danse comme ça, on pourrait se poser la question effectivement d'à quel point ça peut être potentiellement un peu scandaleux. Et c'est moi ce que j'ai adoré dans ce titre-là, c'est qu'il n'y a aucun scandale. Il n'est pas question à un seul moment d'ouvrir un débat, il n'est pas question de montrer du doigt, de pointer des hérésies ou un climat sociétal particulier. Non, non, c'est un récit d'une douceur incroyable. Ça fait énormément de bien. Tout est bienveillant au milieu de ce titre-là. Et le dessin est juste magnifique. On découvre aussi à la toute fin, il y a des bonus, on découvre que c'était originellement un projet d'animation. Donc la dessinatrice vient effectivement aussi du monde de l'animation. Donc Annecy, évidemment, on ne peut que être sensible à ça. Et ça explique, je pense, aussi toute la vie qui explose dans cette bande dessinée. On va aller dans une autre partie encore de la boutique pour évoquer la dernière BD dont tu voulais nous parler aujourd'hui. Il s'agit de Blanc autour. Alors ici on est dans le coin que je préfère de la librairie puisque c'est ce qu'on appelle le rayon roman graphique. C'est là où les bandes dessinées explosent, sortent effectivement de ce format classique qu'on a en bande dessinée pour s'exprimer et faire ressentir aussi beaucoup plus de choses. Blanc autour est effectivement dans cette logique-là. Wilfrid Lupano au scénario, on lui doit plus récemment Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, c'est le plus gros succès de la bande dessinée de la décennie qui vient de se terminer. Un scénariste remarquable avec un dessinateur lui aussi remarquable, Stéphane Fer, qui a un sens du mouvement, un sens des couleurs. C'est un véritable illustrateur qu'on a ici et qui nous offre une lecture. Il nous offre à tous les deux une lecture absolument remarquable. Ça se passe en 1832, on est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, mais on est près de Boston où là, c'est déjà aboli. Les Noirs ne sont pas encore totalement tolérés malgré leur liberté. Et c'est dans ce contexte-là que le professeur Crandall, Prudence Crandall, qui tient une école de jeunes filles, déjà des jeunes filles qui apprennent, donc ça fait un peu jaser dans le coin, ils ne voient pas bien l'intérêt, et puis un jour, une jeune femme noire décide de s'inscrire à l'école, ça crée un scandale monumental, et notre professeur décide non pas de baisser les bras, mais au contraire de désormais n'ouvrir l'école qu'à des demoiselles noires pour leur offrir un avenir possible. Et c'est là que l'histoire va prendre une toute autre dimension. Ça va évidemment se compliquer, ça va pour le coup pas toujours être très drôle sur ce qui s'y passe, et tout est vrai. Cette histoire s'est véritablement passée, et l'auteur a été, Wilfrid Lupano dans l'écriture a été extrêmement malin dans le témoignage finalement qu'il nous livre ici, puisque certes on est sur cet événement qui s'est passé aux États-Unis, donc il y a bientôt 2 siècles de ça, mais qui a marqué les États-Unis. Les demoiselles qui ont intégré finalement son éducation ont, elles, à leur tour, été des passeuses pour s'assurer effectivement que l'avenir des Noirs, des femmes, puisse exister, parce qu'il n'y a pas question que de couleur, mais aussi de sexe, effectivement. L'histoire des femmes, comment elles pouvaient être vues, une femme qui sortait un petit peu du lot, d'un coup devenait une sorcière, une femme qu'on éduque, mais pourquoi faire ? Ça, c'est des vrais propos qui sont malheureusement encore d'actualité. Donc là, sous couvert de ce qui pourrait être une fable historique, finalement, on est dans un récit encore brûlant au niveau du sujet. Et à la fin, une fois terminé, on a aussi là une partie bonus qui nous permet de savoir ce qui s'est passé pour cette dame juste après. Donc il y a un musée qui lui est dédié, mais il y a aussi effectivement tout un avenir et des conséquences qui ont eu lieu suite à ce qui s'est passé ici. Donc une lecture absolument remarquable. Je pense qu'on tient des futurs primés. On a des ouvrages vraiment qui sortent du lot. On termine sur cette note historique. Merci beaucoup Vincent. Je t'en prie. Et à bientôt pour une nouvelle chronique ici chez BD Fugue à Annecy.
Et j'ajoute que Frédéric Peters, auteur de la BD, sera présent à BD Fugue le 27 février pour une dédicace, si les conditions sanitaires le permettent bien évidemment. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, à 19 h, vous retrouverez la cérémonie des lauréats sportifs de la Haute-Savoie sur notre chaîne, présentée notamment par Sébastien Germain. Elle récompense 11 athlètes, dirigeants et jeunes cadres engagés auprès des clubs sportifs du département. Au programme, échange entre experts et personnalités sportives, mais aussi reportages sur les lauréats. Comment devenir un athlète de haut niveau et caresser le rêve olympique? Réponse ce soir sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. À suivre votre émission hebdomadaire En tête-à-tête. On ira à la rencontre de Marie Bochet avec Sébastien Germain. Lundi, vous retrouverez également Fanette de Buisson au journal de 18 h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. À très vite sur 8 Mont Blanc. Prenez soin de vous.